Bonjour, bienvenue à J'ai une idée. Mon nom est Jeannie Duquette, stratège de haut niveau, ancienne PDG dans l'industrie musicale, conseillère en notoriété et spécialiste des récits invisibles du succès. Alors, bienvenue à J'ai une idée qui est un podcast francophone d'opinion, sans entrevue. Une voix seule, mais jamais isolée. On y explore des trajectoires publiques, des modèles d'affaires, des mouvements culturels, des figures connues et leurs angles morts. Ici, on ne commente pas l'actualité, on la décortique pour mieux comprendre les dynamiques invisibles derrière le succès. Comment ça va? Petite ouverture plus cadrée cette fois-ci. Merci de me permettre d'optimiser, de m'accepter avec mes défauts. Hein. Le projet J'ai une idée s'optimise au fur et à mesure. C'est certain que après 57 épisodes, je pense que c'est un projet qui est là pour durer. Maintenant, est-ce qu'il se professionnalisera un peu? Je dis un peu parce que on en a parlé là, la semaine dernière, mais dans l'épisode 56, je veux que ça reste léger comme façon de vous offrir ces réflexions pour que je ne dépende pas là, d'une production trop lourde. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du procès Menendez parce que, en fait, des 2 séries sur les Menendez Brothers qui sont sorties sur Netflix, que tout le monde a regardé, dont tout le monde parlait il y a environ 6 mois, et moi je résistais. Était-ce un trouble de l'opposition? En fait, non, c'est que j'ai pas toujours le... Est-ce que c'est l'âge ou l'intérêt? Des fois, je me pose la question entre les deux, vous me le direz. J'ai pas toujours envie, à la fin d'une journée, de regarder quelque chose de violent, de triste, de gore, qui, je le sais, va me remuer. J'ai plutôt le goût de laisser mon cerveau se relaxer. Il se relaxe jamais vraiment, là. Même dans des téléréalités amoureuses, j'ai mes neurones analytiques qui sont actives. Mais bref, j'avais pas nécessairement envie. Puis dernièrement, je me suis dit bon, on va attaquer cette série-là qui m'intéressait parce que c'est le genre d'histoire qui est revisitée aujourd'hui avec les yeux d'aujourd'hui, avec ce qu'on connaît sur des choses qu'on a nommées grâce à MeToo, entre autres, grâce à plusieurs mouvements. Le mouvement féministe, je dirais, en 2014, quand j'ai sorti mon livre, c'était comme un revival. Je me souviens, j'étais en train d'écrire, j'ai écrit un livre là, pour ceux et celles qui ne le savent pas, qui s'appelle Les 7 clés du leadership féminin, un livre qui est sorti en 2014. Et pendant la fin de la rédaction, en fait, non, mon livre était déjà chez l'éditeur. J'attendais la révision et tout ça pour faire les corrections. Donc, mon livre avait été déposé sur l'éditeur. Le livre de Sherry Lansing est sorti sur... voyons là. Je vais maudite ménopause. Hein, le livre de Sherry Lansing, je vais le chercher en même temps que Donc, son livre à elle est sorti. Il y a donc un livre à l'international qui remet les réflexions sur la position des femmes au goût du jour. Et mon livre ici, moi aussi, j'avais fait un TED Talk. Sherry Lansing aussi a fait un TED Talk. Et je vous dirais pas que c'est à cause de ça là, uniquement, mais c'est comme si c'était dans l'air du temps qu'on allait redéfinir la place des femmes dans la vie professionnelle à tout le moins, mais qu'on allait lever le voile aussi sur plusieurs situations vécues par les femmes. Ça s'appelait Lean In, le livre de Sherry Lansing, une ancienne de Facebook, Meta. Donc, on a remis ça. Puis, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. C'est assez réjouissant, particulièrement dans le monde professionnel.
Et on a compris qu'il y a beaucoup de femmes dans le milieu de l'entertainment qui ont été abusées avec les procès de Weinstein, etc. Donc, on revisite certaines situations. On s'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont souffert dans ce milieu-là, qu'il y avait des hommes qui avaient énormément de pouvoir et qui en profitaient. Puis tout ça, moi, je savais pas ça à l'époque où les Menendez Brothers, cette affaire-là, a fait les choux gras des journaux internationaux. On les voyait partout. Ils étaient sur le cover de People, puis sur les nombreux journaux à potins. Ça avait... Puis là, on se demandait, en fait, moi, je me demandais, comment ça se fait que ces gars-là sont sur les journaux d'entertainment? Pourquoi ça devient comme des procès spectacles, cette cause-là? Pourquoi ça va chercher l'imaginaire des gens? Et pourquoi cette cause-là? Parce que Dieu sait qu'aux États-Unis, il y en a plusieurs, malheureusement, il y a plusieurs procès. Alors pourquoi celui-ci retient l'attention tant que ça des gens? Donc on sait que ces deux jeunes garçons-là sont accusés d'avoir tué leurs parents. Ils sont des gens très nantis de Beverly Hills. Et c'est là que dans la série, on découvre... C'est ça, à la base, qui fascine les gens puis qui est hors de l'ordinaire. C'est qu'à Beverly Hills, il n'y en a pas des meurtres. Alors, c'est pas un milieu criminalisé, là. Il y a encore moins intrafamilial. Alors, d'abord, ça sort de l'ordinaire, mais autre chose qui sort de l'ordinaire, c'est qu'au départ, on les croit innocents. Ils sont pas accusés, mais commencent à vivre un lifestyle parce que c'était des beaux bonhommes, je pense, là, quoi qu'à l'époque, moi, je voyais pas ça, là, mais ça fascinait un peu, là, les deux jeunes garçons. Puis là, on comprend aussi dans la série qu'ils se mettent à vivre au Bel Air Hotel, puis à faire des parties, puis s'acheter des Porsche. Alors ça aussi, ça élève les soupçons. Et donc, comme ça fait la première page des journaux, bien, ça fascine l'Amérique. Et quand ils sont arrêtés, et ça change la donne. C'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. Quand les procès sont ultra médiatisés, est-ce que ça influence le sort des procès? Est-ce que les médias et ce que, quote unquote, le monde pense, ça influence les médias? Ben oui, parce que dans tout le système judiciaire, puis je suis avocate aussi, j'oublie de le dire des fois. Je suis toujours avocate. En fait, je suis membre du barreau depuis 1995. Je suis toujours membre du barreau. Donc, je pourrais redécider de pratiquer, quoique je ne pratique pas le droit depuis 1999. Je coche la case. Je ne pratique pas le droit, mais je demeure membre du barreau. Ça veut dire que je paye ma cotisation. Parce que, notamment, je suis sur des conseils d'administration. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai travaillé tellement... On travaille tellement fort pour ce titre-là. On ne veut pas le perdre. Alors, donc, pour en revenir à nos moutons, dans l'appareil judiciaire, là, dépend de... Un des grands principes dans l'appareil judiciaire, c'est l'apparence de justice pour que le public garde confiance en la justice. C'est un argument important de tout système judiciaire. Alors, ce que le monde pense, c'est important c'est la perception des gens. Donc, c'est un facteur. Cette notoriété-là, derrière certains procès, c'est un facteur qui peut beaucoup influencer le sort d'un procès puis de la vie de gens. Donc, à l'époque, et là, petite parenthèse sur la série elle-même, une des raisons aussi pour laquelle je voulais écouter cette série-là, c'est que c'est Ryan Murphy qui l'a fait. Et moi, Ryan Murphy, je le suis depuis, c'est un réalisateur américain qui a toujours été audacieux. Il a fait des choses avant tout le monde, il a osé parler de sujets plus gris, plus zone grise. Il faisait la série Nip Tuck à l'époque. Et cette série-là, c'était une série mettant en vedette deux chirurgiens plastiques. C'était une série pas tout blanc, pas tout noir. C'est là qu'on a commencé à
aux États-Unis, pas avoir toujours les mêmes histoires avec le héros puis le vilain. Là. C'est là que les personnages sont devenus un petit peu plus flous. C'était quand même intéressant parce que c'était dans les premières séries qui exploitaient cette multifacette des personnages comme les gens dans la vraie vie. Alors, parce qu'il n'y a personne de tout blanc, tout noir. Et je me disais, OK, bien, ça doit être plus recherché, ça doit être moins caricatural comme série, vu que c'est quelqu'un qui est capable d'aller. Alors, c'est pour ça que ça m'intéressait. Donc, on apprend à connaître les personnages, on comprend que c'est parce qu'ils viennent d'Hollywood, mais... Et là, c'est là qu'il y a eu le revirement. Puis à l'époque, on l'a vécu aussi, le revirement. Donc, ces deux jeunes garçons-là tuent leurs parents à Los Angeles, dans leur grosse maison de Beverly Hills, avec des gros fusils. Puis là, ils disent ça doit être la mafia parce que notre père était dans le milieu de l'entertainment et il y avait des relations avec des gens pas toujours, des gens louches un peu. C'est peut-être la mafia, mais là, les armes utilisées sont là. La mafia, me semble, sont mieux équipées que ça. La police déjà se pose des questions, mais ce qui est tabaracadabra, c'est comment ils se sont fait prendre. C'est que là, ils s'étaient confiés à leur psy, un psy qu'ils ont eu parce qu'ils avaient commis des petits crimes, là, ils faisaient des vols. Fait que déjà là, tu vois que c'était des jeunes qui étaient criminalisés, ce qui est pas la norme, là, quand on est dans... En tout cas, ce qui n'est pas la norme, là, d'être criminalisé. Donc, et là, ils se font prendre. Là, tu dis, bon, le narratif de la presse à ce moment-là, c'est deux jeunes gars riches, enfants gâtés, qui ont tué leurs parents pour dilapider les fonds. Puis on le voit bien, ils sont achetés des Porsche, puis ils ont fait des parties depuis qu'ils sont accusés. Mais comme ils ont fait la première page des journaux, quand ils se font prendre... il y a des centaines de milliers de femmes qui leur écrivent en prison parce que là, c'est devenu comme des vedettes. Et il y a des femmes là, qui ça leur dérange pas, là, des hommes qui sont en prison. D'ailleurs, il y a eu un reportage super bon à Radio-Canada fait sur ces histoires-là, qui a été diffusé à Radio-Canada. Je pense que ça a été fait en France. Mais... tout ça pour dire que, donc, ils reçoivent un paquet de courriers de femmes. Ce sont des vedettes. Et là, il y a un premier procès qui se passe vraiment très bien. C'est-à-dire que, et là, on apprend, lors du premier procès, je pense, je peux me tromper dans les dates, mais on apprend lors du premier procès la raison pour laquelle ils ont assassiner leurs parents, c'est que les deux garçons étaient abusés par le père surtout et par la mère un peu, ce qu'on comprend là. Et donc depuis leur plus jeune âge et je me souviens à l'époque c'était comme bon, qu'est-ce qu'ils vont sortir encore? À une époque où c'est comme si on n'est pas équipé pour entendre ça. C'est comme si on est encore dans le narratif patriarcal que quelqu'un qui se plaint de ça, c'est juste parce qu'il veut avoir de l'attention. Vous voyez le chiffre de pouvoir, tu sais, parce que pendant plusieurs années, une femme qui osait dénoncer, elle voulait de l'attention, elle voulait de l'argent, elle courait après le pouvoir de l'homme. C'est un narratif qui est très, très favorable. Alors que moi, ce que je disais tout le temps à cette époque-là, c'était... Mais voyons, quelqu'un qui dénonce, pensez-vous vraiment qu'il veut se faire traiter de tout et non dans les journaux? À l'époque, au Canada, l'affaire Gian Gomeshi avait fait les choux gras. Puis je me disais, voyons qu'une femme va aller dénoncer alors qu'on sait très bien que c'est son procès à elle qu'on va faire une fois rendu. Il n'y a pas une femme qui va volontairement vouloir subir ça. Alors, si elle le fait, c'est parce que sa douleur est plus grande. Donc, alors que c'est un peu incompréhensible pourquoi deux jeunes garçons en apparence bonne famille, d'un père, le père était cubain, immigrant, était arrivé ici sans le sou, avait dû se sortir de la misère à la dure. C'était un homme très dur, le père Menendez. Donc, est-ce que c'était plausible? Et
lors du premier procès, on a en apparence cru la version des frères Menendez. Un des deux frères a été très, très bon lors de son témoignage. On l'a cru, même l'autre partie a cru, semblait ne pas trop remettre en question son témoignage. Lyle Menendez, donc le plus vieux, lors de son témoignage, avait été très convaincant. Si bien que ça mène à un mistrial qu'on appelle. Donc, mistrial est donc un procès avorté parce que le jury ne peut pas s'entendre sur une condamnation ou un acquittement. Puis parce que la défense, donc, on est abusé par notre père et notre mère, on a très peur de lui, et quand Lyle, le plus vieux, qui s'est défendu puis qui, en quelque sorte, a été capable de sortir des griffes de son père vers l'âge de 8 ou 9 ans, et ce qu'on apprend dans la série, donc se sort de ses griffes, et c'est ce qu'il dit au procès aussi, et il lui dit, arrête de me faire ça, et il décrit, là, c'est assez épouvantable, là. Le père disait, puis je nommerai pas les choses ici, trigger warning, là, je nommerai pas les choses ici, mais c'est le narratif que le père utilise autour en disant on fait ce que les Grecs faisaient. Les Grecs, on est des vrais guerriers. C'est comme ça que nous, on sait entre nous. C'est le narratif qu'il raconte autour de ces abus qui sont très violents quand les deux jeunes garçons racontent. Donc, Lyle se sort des griffes de son père qui jette son dévolu sur Eric qui est décrit comme étant plus vulnérable, plus jeune, plus sensible et probablement beaucoup plus affecté par ça. Et pendant toute la vie de famille et que tout ça se passe, Lyle, c'est le héros dans la maison, le père le respecte parce qu'il est sorti de ses griffes, alors que l'autre est traité de faible, est traité de trigger warning, là, il traite de mots... je sais pas, je peux dire ces mots-là, là, mais tu sais, les mots pas fins qu'on dit aux personnes homosexuelles. Alors, il traite, là, il questionne son orientation. Le père, ça, dans la maison, puis le grand frère aussi fait ça, puis c'est tordu, c'est tellement tordu, cette histoire-là, tu dis, ça se peut pas. Mais la vie, parfois, hein, les films sont moins tordus parce que les gens vont regarder ça, il faut que ça se tienne, mais dans la vraie vie, des fois, c'est très, très tordu. Surtout, plus il y a du trauma, plus c'est tordu. Puis le père dit qu'à un moment donné, c'est lui, comme ça que lui a été élevé, dans la série à tout le moins, là. Donc le père aurait probablement subi tous ces abus-là. Il quitte son pays, il s'en vient ici, puis il refait la même chose. Puis ce qu'on comprend dans le cadre du procès, c'est que le grand frère reproduit aussi ces gestes-là auprès du petit frère au début, hein, avant que le petit frère ne soit abusé lui-même. Il reproduit pour normaliser les gestes. Donc, si tout le monde le fait, c'est moins pire le trauma. C'est un peu ça, hein, qui se cache derrière. Donc, je vous dis pas que c'est pas épouvantable, là. C'est épouvantable, mais les gens qui commettent des gestes épouvantables se racontent un narratif qui se tient pour eux autres, parce que ce qu'ils se disent au jour le jour, c'est « je suis pas épouvantable ». Alors, tout ça pour dire que c'est comme ça qu'ils normalisent. Bref, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Et le jury n'est pas capable de s'entendre. Les femmes veulent les acquitter, les hommes ne veulent pas acquitter parce qu'ils n'aiment pas l'avocate qui les défend, ils ne réussissent pas. Donc, ça a fini en procès avorté. Donc, il doit y avoir un deuxième procès. Chose à savoir, c'est que pendant que les deux jeunes sont incarcérés en l'attente de leur procès, se passe une chose, l'affaire O.J. Simpson. Et pour ceux et celles qui s'en rappellent, l'affaire O.J. Simpson, c'est probablement une des affaires judiciaires qui a été le plus médiatisée dans toute l'histoire. Ah oui, puis aussi le procès Menendez, il faut savoir que c'était télévisé. Le premier procès Menendez a été télévisé à Court TV. Donc, c'était un procès spectacle. C'était tellement populaire qu'ils en ont fait un spectacle. C'est télévisé. Les gens embarquent, les gens croient. Et
Donc, mistrial, mais les deux jeunes sont toujours incarcérés. Ils sont pas relâchés parce que c'est des meurtres atroces. Alors, on va pas les relâcher en attente du deuxième procès. On va les garder jusqu'au deuxième procès. Mais il se passe donc deux choses entre le premier et le deuxième procès. Première chose, O.J. Alors, O.J., il y a l'affaire O.J., qui est extrêmement médiatisée. Donc, les Menendez Brothers Mistrial, et c'est à la télévision. Et l'affaire O.J., qui aussi va se retrouver à la télévision. Et l'affaire O.J. qui va se terminer, comme on sait que ça s'est terminé, par un acquittement. Donc là, partout dans le monde, on vient de voir un procès télévisé qui a été très, très regardé, où il y a deux issues de personnalités qu'on perçoit comme étant gens de Hollywood, qui sont, dans un premier cas, mistrial, donc peut-être pas condamnés, puis O.J. acquitté. L'apparence de justice, c'est là que je vous ramène à ça. L'apparence de justice dans ces deux causes-là, ça commence à faire pitié. Parce que là, les gens se disent, ben voyons donc, il n'était pas au procès. C'est pas tout le monde qui a écouté Court TV tous les jours. Cette idée-là que deux jeunes garçons peuvent être abusés par un père à l'époque, c'est pas encore rentré dans le narratif. Les gens le croient pas. À la même époque, ça commence à sortir que Bill Cosby est peut-être un abuseur de femmes. Il y a plusieurs femmes qui en parlent dans les journaux et je me souviens, on aime tellement Bill Cosby, on a tellement grandi avec le Cosby Show que ça se peut pas que ce soit vrai. C'est comme si le lien dans notre cerveau, il est pas capable de se faire. On connaît pas assez ça. Et on a de la difficulté à faire le lien et de comprendre la douleur des gens. On nous a pas expliqué ce phénomène-là. Il n'y a pas de victimes qui ont parlé. On leur a pas donné de micro ni la parole. C'est pas rentré dans le narratif des gens. C'est difficile à croire. Donc, le shift, il est là aussi. Donc, les Menendez Brothers, si atroces que ça peut être, c'est difficile à croire que ça a pu arriver. À cette époque-là, je vous dis, ça fait 25 ans de ça. Alors, donc, O.J. se fait acquitter. Eux autres sont peut-être acquittés. La confiance en le système de justice en Amérique, là, elle est à son plus bas. Et lorsque O.J. se fait acquitter, et c'est là l'élément fondamental dans l'affaire Menendez, c'est O.J. se fait acquitter. Et quelque chose comme 11 jours plus tard, le deuxième procès Menendez commence. Cette fois-ci, pas à la télé. Et cette fois-ci, tout le monde est fâché contre le système de justice. Et donc, le juge est au courant de ça. Et donc, les gens sont au courant de ça. Et le deuxième procès, donc, se fait... et les jeunes ont beaucoup moins de moyens. Et la deuxième chose qui s'est passée entre les deux procès, c'est que les frères Menendez étaient devenus des vedettes du jour au lendemain. Lyle, le plus vieux frère qui était la star du premier procès, lui s'était mis à correspondre avec un paquet de femmes pendant qu'il était en prison, profitait de son statut de vedette, pas habitué à la notoriété, et là se met à faire des téléphones et appeler plein de monde pendant qu'il est en prison. Et là-dedans, il y a des femmes qui l'enregistrent parce que c'est une vedette. Elle parle avec une vedette et là, lui dit un paquet d'affaires qui sont très dommageables, il raconte... Moi, je me l'explique, là. Peut-être que je suis biaisée parce que là, j'ai vu, tu sais, dans la série, il raconte tous les abus dont ils ont été victimes, puis j'y crois. Je trouve que c'est très plausible. Je trouve ça atroce. Puis des victimes comme ça, des jeunes garçons qui ont été abusés aussi jeunes que ça, ils sont brisés, là. Ils vont pas faire des choses... Ils vont pas... Leur réaction par rapport à un crime va pas être la même que quelqu'un qui a jamais été traumatisé. Puis c'est ça, c'est que les gens polytraumatisés ne réagissent pas bien face à des événements traumatiques parce qu'ils sont polytraumatisés. Et c'est ça qui fait souvent que les gens commencent à douter d'eux autres parce que leurs réactions sont bizarres. Et là, lui, il se met à appeler plein de monde en prison, dire « Viens témoigner pour moi, viens dire ça ».
il a l'air de dire, viens mentir pour moi, viens m'aider en mentant. Parce que lui, quelqu'un qui a été abusé, c'est quelqu'un qui a été jamais cru ou quelqu'un qu'on a dit toute sa vie, personne ne va te croire si tu parles. Personne ne va te croire si tu rouvres la bouche. Alors, si tu es convaincu que personne ne va te croire, tu as le goût de fabriquer un peu de la preuve pour... Tu sais, c'est de même, je me l'explique, je me dis, c'est peut-être ça. Moi, j'essaie toujours de comprendre d'un bord puis de l'autre. Je me dis, est-ce que c'est pour ça qu'il a l'air d'avoir essayé de fabriquer de la preuve, qu'il a l'air d'avoir dit à cette femme-là qu'il a enregistré, qu'il a exagéré les choses, que son témoignage qui a été si prenant, si impactant lors du premier procès a beaucoup moins de crédibilité maintenant, mais si c'est tellement dommageable ce qui est sorti sur lui entre les deux procès que la décision est prise qu'il ne pourra pas témoigner au deuxième procès. Parce que s'ils témoignent, ils vont sortir toutes les tapes de la madame pour le confronter. Et ça, l'avocate qui les représente à l'époque leur dit « Tu peux pas témoigner parce que sinon, c'est sûr que tu vas être condamné. » Et l'apparence de justice est tellement pas bonne en Californie en ce moment que non seulement ça, mais ils demandent la peine de mort pour les frères Menendez. La peine de mort! Alors là, l'enjeu est tellement grave qu'ils ne peuvent pas prendre la chance de faire témoigner Lyle. Alors, tout le procès va dépendre de l'autre frère qui a été polytraumatisé beaucoup plus parce que ce qui a déclenché, donc, et là, je vous amène à la fameuse raison, comment ils expliquent leurs gestes, c'est que Lyle, qui s'est donc sorti des griffes de son père à l'âge de 8 ans, apprend quelques jours avant le geste fatal que le père, quand il l'a arrêté d'abuser de lui, a jeté son dévolu sur le plus jeune. Et que ces gestes-là se sont poursuivis toute la vie du plus jeune qui est alors âgé de 18-19 ans et ça dure encore. Et le père, donc, abuse toujours de lui, mais de façon très violente. Et quand Lyle, le plus vieux, apprend ça de son frère Eric, il confronte le père. Et il lui dit « Tu toucheras plus jamais à Eric. » Et quand il ose le confronter parce qu'il perd les pédales, il est alors convaincu que le père va les assassiner. Parce qu'il a été tellement violent avec eux, donc, toute leur vie. Ils ont une peur de mourir, ils pensent que le père va les tuer. Alors, pour eux, ils devoir le faire avant que eux se fassent tuer. Parce que le père leur a toujours dit « Je vais vous tuer, je vais vous tuer. » Alors, cette confrontation-là déclenche une peur immonde chez les jeunes garçons qui vont se défendre là, avant que ça leur arrive. Alors, c'est leur défense. C'est un peu la défense des femmes battues, hein? Les femmes qui vont finir par passer à l'acte, qui sont polytraumatisées, vont finir par passer à l'acte. Et c'est quelque chose qu'on connaissait pas là à l'époque. Puis surtout, on parle au niveau du jury, mais les hommes ne croyaient pas à ça, que ça pouvait arriver à un homme. Pour eux autres, ils se disaient une des mêmes choses qu'on a dit au niveau des femmes qui ont été battues ou amusées par leur mari. Ils disaient, ben oui, mais si t'es battue, pourquoi tu t'en vas pas? Personne comprenait ça. Puis même, pas si loin que ça, l'affaire Ghomeshi. Si t'es battue, pourquoi tu y réécris? Pourquoi tu y vas pas? Mais c'est parce que la victime essaie de normaliser le geste, essaie de, on va dire en bon français, de smoother les choses. Alors, si elle continue à parler à la personne, si elle lui reparle, c'est comme pour annuler un peu. C'est pas une bonne réaction, là, mais c'est une réaction de quelqu'un qui est polytraumatisé. Donc, quelqu'un qui a jamais vécu ça va se dire, voyons, je ferais jamais ça. Quelqu'un m'a donné une volée, je vais pas le rappeler. Oui, mais quand la personne est polytraumatisée, elle n'agit pas comme quelqu'un de normal. Alors, les hommes ne croient pas que des jeunes garçons qui ont été abusés n'auraient pas tout simplement quitté la maison ou... Alors, ce qui aurait déclenché ça, donc, c'est la confrontation du plus vieux avec le père. Les deux garçons pensent qu'ils vont mourir, ont cette peur de mourir là. Le père les invite sur un bateau, pensent qu'ils vont mourir cette journée-là. Finalement, décident de passer à l'acte et de se sauver de leur situation. Éric pensait pouvoir se sauver en allant
en allant étudier à l'extérieur de la Californie pour pouvoir se sauver de son père. Mais là, son père lui apprend que non, tu t'en vas pas, tu vas aller à UCLA, tu vas continuer de rester à la maison. Donc, les circonstances sont plausibles là, par rapport à ça. Mais, comme toute l'Amérique n'a plus confiance en la justice, le procès se passe avec un juge qui est extrêmement intransigeant, qui veut protéger justement cette réputation-là du système de justice et qui prend plusieurs décisions contre les frères Menendez, qu'on a de la difficulté à croire à cause de l'époque, mais qu'on a de la difficulté à croire aussi à cause des agissements de Lyle entre les deux procès qui a dit tout et n'importe quoi. Puis le tout et n'importe quoi qu'il a dit, c'est sorti dans tous les journaux. Alors ça aussi, ça a eu énormément d'influence. Donc, toute cette notoriété-là qu'ils ont eue a eu de l'influence sur l'issue du procès. Évidemment, l'affaire O.J. aussi, qui se termine quelques jours avant le début de leur procès, fait qu'ils vont être déclarés coupables et qu'ils sont, au moment où on se parle, toujours en prison. Et toujours en prison, avec pas de possibilité. Donc, il n'y a pas eu de condamnation à mort, mais ils sont toujours en prison. Mais quand on regarde toute cette histoire-là avec les yeux d'aujourd'hui, ça semble très injuste. Et surtout qu'en 2022, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, le monsieur Menendez? Et c'est là que les conspis vont sauter. Mais encore une fois, moi, je trouve que les mouvements conspirationnistes, c'est pas tout ce qu'ils disent qui n'a pas de bon sens. C'est la manière, puis c'est les résultats, des fois, qui n'a pas d'allure. Tu sais, c'est leur 1 plus 1 égale 18 qui ne marche pas des fois. C'est beaucoup plus nuancé comme propos, mais M. Menendez, il travaillait pour une grande compagnie de disques, puis il gérait le groupe, il co-gérait, ou il était l'exécutif derrière le groupe Menudo. Puis c'est quoi le groupe Menudo? C'était un groupe de jeunes garçons latinos qui étaient, le maximum d'âge, c'était 16 ans. Après 16 ans, ils remplaçaient toujours par des plus jeunes, toujours par des plus jeunes. Beaucoup de jeunes garçons dans Menudo. Et devinez quoi? Il y en a un qui est sorti en 2022 puis qui a dit, ben oui, moi j'ai été agressé par le père Menendez et c'était très traumatisant pour moi. C'était un membre de Menudo très connu. Ces gars-là, c'est connu que dans l'histoire de Menudo, il y a plusieurs jeunes garçons qui ont été abusés. C'est sorti aussi là, par rapport à d'autres boys bands. Mais donc, dans Menudo, il y a eu des allégations, notamment pour le père Menendez. Et c'est ce qui a fait pendant longtemps Menudo, c'est ce dossier-là qui s'occupait. Ça a été ultra populaire. Et donc, ça vient donner de la crédibilité au témoignage des frères Menendez. Alors, il y a même Kim Kardashian qui a envoyé une lettre pour les soutenir parce que Kim Kardashian, dont le père était avocat, a commencé à s'impliquer elle est plus impliquée dans des choses qui vont influencer les gens ou la vie des gens autre que pour acheter des produits, là. Elle se sert de son influence puis pour des dossiers justement de gens qu'elle croit qui ont été faussement accusés. Et elle a écrit une lettre pour soutenir les Menendez. Et alors qu'on pensait qu'il était pour avoir un nouveau procès ou une réévaluation de la sentence, il y a eu un changement de district attorney depuis l'arrivée de Trump. Et là, on ne sait pas ce qui va arriver là avec les frères Menendez qui sont toujours en prison. Alors, c'est un grand procès qui illustre à quel point la notoriété, à quel point l'image, à quel point tout ce qui est raconté, tout le narratif a énormément d'influence sur les procès. Puis je veux terminer avec un exemple québécois de cette histoire-là. Et on ne saura jamais à quel point ça a eu des... on ne peut pas savoir comment un jury est influencé, mais ici même, il y a eu ça. C'est-à-dire qu'il y a eu Guy Turcotte, médecin, qui, après, contre toute attente, à la grande surprise de tout le monde, et moi, je m'en souviens, cette journée-là, je veux vous dire que je m'en souviens. Que je me souviens
de la journée où on a entendu que Guy Turcotte a été déclaré non coupable. Donc, l'affaire Guy Turcotte, ce médecin qui assassine ses 2 enfants et qui ensuite boit du lave-glace, puis qui... C'est arrivé en 2009. Procès en 2011. Verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. À la grande... Moi, j'ai pleuré cette journée-là. J'ai pleuré. Il faut dire que j'étais postpartum. J'étais super. À fleur de peau, je dormais pas depuis quelques mois. Postpartum, pas dormir. Donc, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Quand j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça épouvantable. Et donc, déclaré non coupable, là, tu te dis un médecin fait partie du système, pourquoi il est non coupable, c'est épouvantable. Mais j'étais pas là au procès, mais l'apparence de justice, pour moi, à ce moment-là, c'est épouvantable. Et donc, on revient avec l'épouvantable. Et quelques mois plus tard, ou à peu près en même temps, donc, février 2009, il arrive le meurtre des enfants de Guy Turcotte. Novembre 2009, un juge, la femme d'un juge, la femme de Jacques Delisle, est trouvée morte. Et là, donc, le juge a un procès, mais là, la confiance du public en la justice au Québec a été très ébranlée par l'affaire Turcotte. Et là, un juge, donc, quelqu'un qui fait partie du système, va être accusé du meurtre de sa femme. Et là, les gens font « Bon », tu sais, la madame qui appelle André Arthur a dit « Ben là, j'espère que lui, il sera pas acquitté. » Parce que... Et ça a affecté, ça, ce cynisme-là et ce danger-là, la confiance du public en la justice, a, selon moi, affecté le outcome du juge Delisle. Et moi, je n'étais pas certaine au niveau du juge Delisle, mais le juge Delisle, c'était quelqu'un de fort pas sympathique. Et donc, il a été condamné, puis pendant des années, il a clamé son innocence et finalement... tu sais, après plusieurs procédures, puis après l'implication d'un organisme qui va aider les gens qui ont été faussement accusés. Donc, lui, il a été reconnu coupable en 2012. Donc, ça a été notre Menendez, là, lui. Alors, je le sais pas. Au niveau de... Il faudra qu'il y ait une série sur le juge de Lille un jour, sur cette histoire-là, mais c'est clair qu'une des affaires a affecté l'autre. Et est-ce que... Il y a eu un nouveau procès, donc, en 2021, plus de 11-12 ans plus tard. Et ensuite, il y a eu un arrêt des procédures en 2022. Il a finalement été libéré, mais il était malade, là, le juge de Lille. Il est décédé en 2024, mais il y a eu un arrêt des procédures en 2022. Il a fini par plaider coupable à une accusation réduite, probablement parce qu'il voulait vivre ses derniers jours en paix. Mais on a eu donc cette histoire-là au Québec et ça a affecté. Donc, l'influence de ce qu'il y a autour des procès a de l'impact sur le système judiciaire. C'est des humains, les gens, que ce soit le jury, que ce soit les juges, que ce soit l'appareil judiciaire. On est influencé, même si on veut être le plus impartial possible. Il y a le conscient dans la vie, mais il y a l'inconscient aussi, qui va faire que tu vas finir par avoir des émotions, puis ces émotions-là vont influencer les convictions. Alors, on peut pas tous se dissocier. Je dirais davantage, ceux qui sont capables de se dissocier, c'est souvent des polytraumatisés. Alors, voilà, c'était tel que promis. L'affaire Menendez avec ses conséquences, ses liens, et les 2 séries qui sont disponibles sur Netflix, parce que sur Netflix, il y a donc la série sur les Menendez, puis je vous ai pas spoilé grand-chose, on était au courant. Ce qui est intéressant, pourquoi on regarde la série, c'est pas parce qu'on veut savoir la fin, c'est parce qu'on veut comprendre les zones grises, les personnages, comment ça s'est passé, puis les acteurs sont excellents, là. La série est vraiment bien faite.
C'est sûr que les frères Menendez n'ont pas tripé sur la série. Ça aussi, ça m'intéresse. Vous voyez, hein, j'ai de la misère à dire bye. Là, j'ai comme fini. Mais là, je vais rajouter des affaires. Ça, c'est moi. Alors, mais donc, apparemment, les frères Menendez n'ont pas aimé la série, mais à cause de l'aspect l'air, là, comment ils décrivent le plus vieux frère, c'est ça qui... Parce qu'on parle du fait que le plus vieux a abusé le plus jeune, on parle des erreurs que le plus vieux a faites, et apparemment, c'est ça qui a mal passé là, avec les frères Menendez. Mais il y a un documentaire qui a été fait après, par Netflix, produit par Netflix, qui a donné la parole aux frères Menendez, qui, eux, expliquent donc leur version des faits. Alors, si vous voulez faire le tour de cette affaire-là, donc c'est très 360, c'est super intéressant. Sinon, je l'ai fait un peu pour vous aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Merci d'avoir été avec moi. Allez voir mon nouveau site web. Je me suis fait un nouveau site web, donc, en quelques heures. Et vous avez les liens à mon autre podcast, Faire une femme de soi, où les entrevues sont assez formidables. Vous avez les liens à La puissance d'une histoire, si vous voulez apprendre l'art du storytelling, à la Jeannie Duquette. Je vous souhaite une belle semaine. Je vais dire bye pour vrai, là. Ça y est. À bientôt.